Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mauvaise foi nocturne et aujourd'hui on va parler d'une thématique dont je parle souvent avec pas mal de mes amis, surtout pas mal de mes amis femmes. On va parler de dépendance affective, on va parler de changer d'environnement, de s'exprimer, d'émotions et de charges émotionnelles. Là je pense que certaines personnes ont déjà quelques idées de ce dont je vais parler. Bien sûr, ici, tout le monde peut se reconnaître en ce que je dis. Il n'y a pas vraiment de féminin ou de masculin, on parle de tout. Donc c'est une conversation qui va être assez chill. Je pense qu'on va prendre notre temps. Donc si vous voulez faire comme moi, mettre de la musique douce, en mode automne vibes, parce que pour moi l'automne est déjà là, septembre c'est l'automne. Si vous voulez mettre des petites lumières tamisées, si vous voulez prendre un thé, un chocolat, ou si vous êtes complètement fou et que vous voulez écouter ce podcast dès le matin, sachez que sûrement vous allez bader, mais c'est pas grave parce qu'on en a besoin. Ça peut pas être tout le temps que des hihi haha sur ce podcast. À la base, vous êtes censé être ma thérapie, d'accord ? Donc merci de ne pas déroger à cette règle. J'ai peut-être un peu menti dans cette introduction parce que je parlais de mon point de vue, donc du coup mon point de vue est toujours moi en tant que femme et je sais que mon public et mes amis qui m'écoutent sont en majorité des femmes. Donc tout ça c'est pour vous, c'est pour toutes les conversations qu'on a en privé, c'est pour tous les pleurs qu'on a la nuit dans nos discussions, c'est pour toutes nos larmes, c'est pour ça. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. À chaque fois j'ai l'impression d'être bizarre quand je pense à certains sujets. Mais en fait, non, je ne suis pas seule et ça peut être limite d'utilité publique que je parle de tout ça. Je vais commencer par l'introduction où je vais parler un peu de mon parcours, du fait que j'ai déménagé il y a quelques temps et que je suis revenue ici, là où j'habite, chez mes parents. Et du coup, ça a parlé un peu de découverte de soi. Du coup, il y a 3 ans, après la crise du Covid, en fait, j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de souffler parce que, comme certains peuvent le savoir, je m'occupais énormément de beaucoup de choses. J'avais une charge mentale qui était énorme. Je venais de quitter la fac, j'avais pris un crédit pour faire l'école que j'ai faite et que j'ai terminée. La période du Covid a pas mal affecté ma famille et du coup j'avais un surplus, j'avais besoin de me retrouver seule. Et surtout, c'était sur ordre de la psy que je voyais maintenant qui m'a demandé de changer d'environnement. Qu'en fait, je pouvais pas avancer tant que je changeais pas d'environnement parce que c'était ça qui me posait un problème. D'où mon déménagement de la banlieue parisienne à Lyon. Je vais pas vous cacher que ce changement de cadre, initialement, il était bénéfique, mais forcément est amené une période de doute et de perte. Tu perds tes amis, tu perds tes repères, tu perds tes habitudes, t'en reprends d'autres, mais forcément en fait, il y a des patterns qui reviennent, il y a des choses qui reviennent, et puis on attire à soi aussi généralement les mêmes personnes si on n'a pas totalement changé, peu importe où on sera. En fait, le ressenti de l'épuisement émotionnel, il était surtout dû aux relations que j'avais, au travail et aux attentes sociales. Sauf que, hors ma grande, t'auras toujours des attentes sociales, quoi qu'il arrive, puisque c'est toi qui les projettes. Forcément, si vous êtes un peu comme moi, un peu anxieux social à l'ancienne, mais que vous essayez de... Parce que je trouve que ça va mieux maintenant. Vous essayez de reprendre le pas dessus. En fait, vous voulez toujours être le meilleur. En tout cas, pas le meilleur aux yeux et en termes de compétition, mais la meilleure version de vous-même, la meilleure personne. Toujours très gentil, toujours très disponible. Essayez d'être drôle, d'être agréable, d'être quelqu'un voilà, d'agréable socialement. Au travail aussi, forcément, en fait, des fois, quand t'es quelqu'un un peu comme moi, on n'a pas tendance à se mettre des limites, en fait. On te demande toujours plus, et toi tu fais toujours plus, et puis en plus, quand c'est dans ta nature de faire plus, tu le fais avec bonté de cœur. Tu le fais parce que t'aimes le travail bien fait, tu fais ça parce que t'as des rêves, et parce que t'as des ambitions, et que tu penses que tout ça, ça mérite ton énergie. Sauf qu'à un moment, bah t'es à bout de souffle. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Et le truc, c'est que quand t'as plus ton entourage autour de toi, ton entourage de base, même si pour la plupart des fois il était toxique, bah en fait t'as plus tous ces repères. Et ça, c'est hyper compliqué. Et donc je vais vous lire un petit texte qui est une petite citation que j'avais trouvée et qui m'a parlé, mais quand je vous dis qu'il m'a parlé, ça m'a foutu une claque.
Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Il y en a, ça se trouve, ils vont se dire, ouais, c'est juste une citation Pinterest qu'elle a trouvée. Peut-être, mais je vous jure que ça m'a fait un bien fou. Bon, à la base, le texte est en anglais, mais j'essaie de vous le traduire de la manière la plus proche de la version originale. Tu ne peux pas guérir à l'endroit où tu as été blessé. L'une des expériences les plus difficiles de la vie est que, à moins de briser le cycle, à moins de te retirer d'une situation ou d'un environnement où tu as été blessé, tu continueras probablement à souffrir. Tourner la page est extrêmement difficile, car cela implique de comprendre et d'accepter que laisser partir quelqu'un signifie que, même s'il fait partie de ton histoire, il n'a pas à faire partie de ton destin. Murakami a dit « La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle ». Plus tu restes dans une situation où tu es celui qui est blessé, plus il est difficile de guérir et plus tu souffres. Comme l'a dit Sartre, philosophe existentialiste, la vie n'est pas seulement ce que les autres te font, c'est ce que tu fais de ce que les autres te font. Et plus vite tu prends conscience de cela, plus vite tu peux commencer à guérir. Il est difficile de guérir là où tu es tombé malade. Là, normalement, il y a deux choix, cette lecture de texte. Soit la première où vous vous dites « Oula, trop compliqué, j'ai rien compris », soit où vous vous dites « Aïe, putain, grave ». C'est à vous de voir. Ce texte, il touche tellement des points sensibles parce que déjà Murakami, c'est un des auteurs japonais que j'aime beaucoup. La plupart des livres ou des extraits que j'ai lus de ses écrits sont très philosophiques et sont assez réalistes par rapport au levier de la société. Il faut savoir que moi, quand j'ai des coups de mou, en fait, ce que je fais des fois pour rationaliser, parce que je suis tellement quelqu'un d'émotive et sensible, qu'en fait, la philo, c'est un truc qui me fait beaucoup de bien. Je sais pas vous, mais je m'empresse de trouver des textes de philo, de trouver des textes de sociaux ou des livres qui vont pouvoir m'aider à clarifier ma pensée. Parce qu'en fait, des fois, mes émotions, elles sont tellement, tellement, tellement décuplées. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis HPE, MDR. C'est horrible tous ces diagnostics. Parce qu'on te pose un diagnostic, mais on t'aide pas vraiment, quoi. Bref, en fait, ça t'aide un peu à rationaliser tout ça, à mettre de la distance ou à mieux comprendre. Comme l'amour. Il y a pas longtemps, en fait, avec des potes, on parlait de ce que c'était l'amour et on m'a demandé si j'avais été amoureuse. Et en fait, ma réponse, ça a été, en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop si j'aimais la sensation que ça faisait d'être aimée par quelqu'un ou si j'aimais l'idée de trouver quelqu'un qui m'aimerait peut-être et que je pourrais aimer peut-être pendant un long moment. Mais est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que je suis amoureuse de cette personne? Est-ce que j'ai été amoureuse de cette personne? Je sais pas. Je sais pas et je pourrais pas le dire parce que là, moi, j'en ai conscience et que je réfléchis beaucoup à ça. Mais est-ce que si ça avait été une autre personne, avec juste une personnalité un petit peu similaire, enfin, qui soit un peu agréable à vivre pour moi, est-ce que j'aurais peut-être pas ressenti la même chose ou je me serais pas forcée à ressentir la même chose? On ne sait pas. Du coup, comme l'a dit Murakami de manière très joliment dit, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Et il y a pas longtemps, j'ai eu une sorte de peine de cœur. Je sais pas si c'était une peine de cœur, mais en tout cas, une grosse anxiété par rapport à une relation et à quelque chose qui était pas clair au fond de moi. Et comme j'étais seule avec mon père et qu'il me voyait pas bien, j'ai décidé de lui en parler. Bien sûr, dans les grandes lignes, je lui ai pas tout dit, ça reste mon père, voilà, mais en gros, que j'appréciais fortement quelqu'un, que tout se passait bien, mais que des fois il y avait des petits soucis parce qu'il y avait des problèmes de communication et qu'on avait en gros quelques traumas passés. Et que le problème c'était que moi je me sentais peut-être prête à me relancer dans la partie d'avoir une relation avec quelqu'un. Mais j'avais quand même un peu peur de retomber dans une relation avec un mythomane, un pervers narcissique ou un manipulateur. Par contre, l'autre personne, elle n'était pas du tout prête. Et en fait, elle avait peur, surtout, de se lancer dans quelque chose. Et mon père, en fait, en père qu'il est, il m'a parlé des tortues du Galapagos. En gros,
Il m'a dit, tu sais, l'espèce qui vit le plus longtemps sur Terre, c'est les tortues du Galapagos, enfin des Galapagos. Elles vivent presque 100 ans, 110 ans. Mais le souci, c'est que ces tortues, dès que tu fous même un tout petit coup sur leur carapace, elles se renferment et elles restent comme ça des fois pendant des heures et des heures, voire même une journée entière. Ça se trouve, ça peut être juste un petit caillou qui est tombé sur leur carapace. Ça se trouve, c'est un prédateur, ou ça se trouve, c'est même une autre tortue qui s'est cognée contre elle. Le truc, c'est que, bah, certes, elles vivent 100 ans, et elles évitent les prédateurs comme ça, mais est-ce qu'il faut vivre très longtemps, mais sans avoir rien vécu, ou est-ce que c'est peut-être pas mieux de vivre un peu moins longtemps, d'avoir vécu des belles choses, mais forcément avoir un peu souffert parce que c'est le risque. Après, il m'a sorti sa fameuse expression, si on a peur de mourir, dans ces cas-là, on ne sort plus de chez soi, parce qu'à partir du moment où tu mets un pied dehors, tu peux te faire renverser par une voiture, un pot de fleurs peut te tomber sur la tête, il a pas tort, en soi. Et c'est le moment où vous vous dites, mais Lilia, elle est complètement décousue, elle nous parle de déménagement, elle nous parle de relations, d'attentes sociales, elle nous parle de sa vie amoureuse et relationnelle, et qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le point commun de tout ça, en tout cas moi le point que j'ai trouvé, c'était la répression émotionnelle féminine, malheureusement, dans certaines dynamiques. Le fait qu'on attend des femmes qu'elles priorisent les sentiments des autres pour le confort de tous. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours pesé énormément, et que je déménage ou pas, que j'aille même à l'autre bout du monde, ce sera toujours comme ça, et j'essaye d'y travailler. Et là, vous allez vous dire pour certains, ou peut-être certains hommes qui m'écoutent et qui n'ont jamais été dans ce cas-là, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Je sais que la plupart d'entre nous, on est hyper empathique et qu'on ressent chaque vibration dans la pièce, chaque oscillation d'ambiance, chaque malaise, chaque joie, chaque dynamique en soi. Et le souci, c'est que, et ça c'est vrai, la plupart du temps, et en grande majorité, c'est les femmes qui aident à régler tout ça. C'est les femmes qui font attention à ce que tout se passe bien, à ce que tout le monde aille bien, à ce que personne ne soit triste. C'est les femmes, par exemple, qui, même en famille, prennent les souvenirs, font attention à organiser les Noëls, à organiser les rencontres, que les cousins, les cousines se voient, tout ça. C'est une charge, en fait, qui est mise aux femmes depuis très longtemps, et moi, c'est une charge que je ne pensais pas avoir. En tant que personne féministe, en tant que femme qui essaye de s'émanciper de tout ça, c'est quelque chose qui est tellement ancré en moi que ça fait partie de moi. Je pense que j'essaye de le changer. Enfin, j'essaye de le changer. J'essaye de me détacher des situations ou des personnes qui m'imposeraient ça sans s'en rendre compte pour pouvoir me détacher. Faire passer les besoins des autres avant les siens, c'est quelque chose d'énergivore, et en plus quand c'est quelque chose d'intrinsèque, quand c'est quelque chose qui est au fond de nous, en fait on se rend pas compte qu'on perd de l'énergie bêtement. Enfin, bêtement. En fait, c'est jamais bête pour moi de faire passer les émotions des autres. Ça, c'est sûr. En tout cas, de les considérer. Mais à un certain stade où t'es censé les faire passer tout le temps devant les tiens, là, par contre, ça devient un peu plus compliqué. Ça peut être des trucs trop cons, genre organiser les anniversaires des autres, organiser une sortie, organiser beaucoup de choses. Faire en sorte que deux amis communiquent, arrêtent de se disputer. Peut-être dire à des personnes de se calmer un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui est pas bien. Dire à quelqu'un d'envoyer un message à quelqu'un d'autre parce qu'il ne va pas bien et que cette autre personne ne s'en rend pas forcément compte. Et bah tout ça, je m'en étais pas rendu compte avant d'avoir une grosse dispute qui éclate. Je vais vous donner un conseil qui en vrai n'est pas un conseil complètement condescendant, je ne sors pas ça de nulle part, mais c'est tellement évident et je m'en suis jamais rendu compte que j'aurais aimé qu'on me le verbalise et qu'on me le dise. Et au pire, je me serais dit, non mais c'est totalement évident en fait. Prendre la décision de mettre fin à certaines relations parce que se sent obligé à quelque chose, parce qu'on se sent mal, parce qu'on se sent beaucoup plus épuisé, ou qu'on se sent en hyper-vigilance à chaque fois, n'est pas quelque chose de mauvais.
Si cette décision nécessite que tu passes pour la méchante de l'histoire, la personne horrible, alors qu'en soi tu sais que personne n'a été altéré de quelque manière que ce soit, fais-le. Avec le recul, en fait, je me suis rendu compte que c'était un type d'amitié où moi je laissais passer beaucoup de choses parce que je fais partie des gens qui acceptent totalement les personnes qui sont autour de moi, avec leurs défauts comme avec leurs qualités. Limite, j'ai envie de dire, vu que je suis quelqu'un d'assez dur avec moi-même, je remarque les défauts des personnes en face de moi directement. Mais en fait, pour moi, c'est des défauts qui ne sont pas des défauts. Pour moi, en fait, on est humain, donc c'est normal. Les défauts, c'est ce qui nous rend humains. Il y a certes un défaut que je ne supporte pas, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Ça, c'est quelque chose qui est radical chez moi. Mais en fait, à partir du moment où je te fais rentrer dans ma vie, sache que je t'ai déjà analysé du fond en comble et que je connais tous les tenants et les aboutissants, et tes défauts, je les ai déjà vus. T'as beau essayer de les cacher, en fait, mais moi je les vois et je les accepte comme ça. Et je prends chaque personne comme elle est avec ça. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que certaines personnes n'étaient pas comme ça. Que certaines personnes n'hésitaient pas à tabasser sur les défauts que tu avais, et forcément si on ne pouvait ne pas avoir de défauts, on est d'accord qu'on les effacerait tout de suite. Enfin, en tout cas, je pense. Pour la plupart, nos défauts, et c'est pour ça que je les accepte chez les autres, c'est des chemins de vie, c'est des questionnements de vie, c'est des quêtes de soi qui peut-être vont nous prendre toute une vie. C'est des choses qu'on a à travailler à cause peut-être de traumas d'enfance, à cause d'éducation ou quoi aux caisses, qui seront toujours la chose à travailler. Vous savez, c'est comme dans un bulletin scolaire. Des fois, à la fin, tout est parfait et tout, mais par contre, petite difficulté en maths à travailler, quelque chose, des lacunes, des retards, qui vont faire que c'est un peu moins facile pour toi. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps, ça prendra plus de temps pour les autres, ça prendra plus de temps pour toi de comprendre ça, mais c'est pas grave. C'est pour ça que personnellement, je me vexe très peu. Enfin, je peux être susceptible sur certains points, mais au final, ça me permettra toujours de me remettre en question. Et la première pensée que je vais avoir, c'est comment est-ce que je peux améliorer ça et comment est-ce que je peux être une meilleure personne. Par contre, ce qui est horrible, c'est quand on essaye d'attaquer des personnes sur ce qui pourrait être des défauts, juste pour faire du mal à l'autre, alors que en soi, bah, la personne en face les accepte totalement et vit avec. En l'occurrence, les points sur lesquels j'ai été, on va dire, attaquée, bah, ça a été des points qui, en fait, pourraient être sensibles socialement pour la plupart des personnes, des sujets qui pourraient te faire dire « Oh putain, quoi, j'aurais pas aimé, comment tu oses et tout ». Mais quand on arrive à un niveau de déconstruction, on pense connaître un peu les tenants et les aboutissants de notre vie, en fait, en soi, tu te dis « Ouais, certes, très bien, mais je suis déjà au courant et puis c'est pas grave, y a pas mort d'homme. » Ça nécessite de mettre aussi beaucoup son ego de côté, mais des fois, pour donner un exemple concret, c'est comme si tu avais chez toi un animal de compagnie, et cet animal de compagnie n'est pas forcément très beau, il n'est pas forcément très agile, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Imaginons que ce soit un chien. Le chien, bon, bah, il y a n'importe quel intrus qui rentre chez lui, il aboie pas vraiment, c'est un chien qui est pas très beau, puis il est vieux, il a fait son temps, mais c'est pas grave. Et si d'un coup quelqu'un rentrait chez toi et commençait à dire « Ouah, mais c'est quoi ce vieux chien, il est complètement nul, en plus il attaque pas, il est pas beau, c'est une dinguerie. » Tu peux te vexer énormément et commencer à hurler, mais en soi, c'est un fait. Tu le sais, ton chien il est pas très beau, ton chien il est pas très utile, ton chien il est peut-être un peu mou quoi. Mais c'est pas grave, tu l'aimes comme ça. Par contre, la chose que tu ne vas pas pardonner, que tu ne peux pas pardonner, c'est qu'une personne, volontairement, soit rentrée dans ton intimité et été attaquée sur quelque chose qui est censé normalement te tenir à cœur. Heureusement, tu as assez de recul pour pas le prendre personnellement et pour te dire que cette personne est complètement conne. Mais l'intention derrière, elle est complètement dégueulasse. Eh bien, c'est ce que j'ai vécu, et c'est là où je me suis dit stop, est-ce que ça vaut la peine qu'à chaque fois je chérisse les émotions des autres, que je fasse attention à ce qu'ils peuvent ressentir au détriment des miennes, et que quand il est question des miennes, on n'en fasse pas si gaffe que ça, ou alors
Ah, Maliga, elle est un peu chiante, elle est un peu émotionnelle. Certes, on trouve davantage de paix en s'éloignant de certains cercles, mais du coup, bah, t'as l'impression de te sentir un peu nulle part chez toi, parce que quand t'es toute seule, t'as un peu du mal, quand tu t'éloignes de ton cercle, t'as aussi un peu du mal, donc où est l'équilibre? Et au final, cet équilibre, bah, tu le connais. Cet équilibre, tu sais lequel c'est, au final. C'est peut-être pas les personnes qui vont te faire vivre les choses les plus trépidantes d'un coup. C'est peut-être pas les personnes qui vont t'apporter le plus de réussite professionnelle, le plus de réussite matérielle, le plus de réussite de vie. Par contre, c'est des gens qui sont authentiques, qui sont avec toi, peu importe ce qui se passe. Si d'un coup tu perds la vue, si d'un coup tu perds même tes jambes, c'est des trucs cons que je suis en train de dire. Franchement, vous allez vous dire, mais Maliga, elle a pété un câble. Mais je vous jure que... Je vous dire... Ça y est, je commence à zozoter. Je vous dire que le jour où ça vous arrive, vous allez plus faire les malins, quoi. En fait, cette candeur que je vous décris, et c'est complètement fou. En fait, cette candeur qu'on a envers les autres, cet humanisme, j'ai envie de vous dire, je parle comme une prof de français maintenant. C'est trop cool. Cette confiance qu'on a, eh bien, elle est résumée par une interview de Megan Fox que j'ai vue il y a peu de temps. Une interview qui a été menée par Drew Barrymore, qui a un show. Je vais vous mettre les liens en description parce que j'ai trouvé que cette interview était quand même assez intéressante et assez profonde. Après, bien sûr, c'est un show à l'américaine et on dirait que tout est fait pour être un edit TikTok, mais vraiment, Megan Fox a exprimé le ressenti de beaucoup de personnes et je pense beaucoup de femmes. But I think when you're in a relationship with somebody who you see so much potential in them and so much, you connect to their soul and you know who they could be or who they should be. And because of their own childhood traumas and unhealed issues, they're not able to be who they're meant to be or who they can be, and they operate at a lower frequency than where they should be, and they wear a mask of someone that's not really who you know that they can be to you, and you know that they could treat you better, and that the love could be so much stronger and could be special, and this relationship could be so much more. But because they're not willing to get the help, they'll never be their best self. And so you can stay and forever be in love with who they could possibly become one day, or you could move on. And it's a gamble because you don't want to waste your life and your time waiting for somebody to grow into themselves, because that may never happen. But I feel like a lot of us do that. We're in love with the potential, not the reality. Okay. Là aussi, c'est une traduction littérale, mais à la fois pas littérale, d'une interview qui a été surcotée en anglais. Surcutée, pas surcotée. 3, 2, 1, je suis Megan Fox. You know, quand t'es en couple avec quelqu'un, tu vois souvent tout son potentiel. Tu te connectes à son âme et tu sais qui il pourrait être. Mais à cause de ses traumatismes d'enfance et ses problèmes non résolus, cette personne n'arrive pas à devenir celle qu'elle est censée être. Elle vibre à une fréquence beaucoup plus basse que ce qu'elle pourrait. Et t'as cette sensation qu'elle porte un masque qui cache sa vraie nature, mais toi, tu connais sa vraie nature et tu sais que c'est pas ça. Tu sais qu'elle pourrait te traiter mieux, que l'amour entre vous pourrait être beaucoup plus fort et que votre relation pourrait atteindre vraiment quelque chose de spécial. Mais parce qu'elle refuse d'accepter de l'aide, elle ne parviendra jamais à devenir la meilleure version d'elle-même. Alors tu te retrouves face à un dilemme, tu pourrais rester et l'aimer pour ce qu'elle pourrait devenir un jour, ou tu pourrais juste décider de passer à autre chose. C'est un pari risqué, parce que tu veux pas gaspiller ta vie et ton temps à attendre quelqu'un qui ne changera peut-être jamais. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège, être amoureux du potentiel d'une personne et non de la réalité de qui elle est aujourd'hui. Et là, elle a touché un point tellement important, elle a tellement touché une corde sensible. Vraiment, tout le monde peut relate. Cette interview, je les reposte dans ma story. Je commence là, cette fois-ci, à parler comme un connard qui a fait une école de commerce. Bref, plein de gens sont venus vers moi et m'ont dit « Putain, c'est le point, c'est
C'est ça en fait, c'est exactement ce qui se passe. La plupart du temps, je me rapproche de quelqu'un et je me fais déjà des plans sur la comète. Et c'est pas parce que je me fais des plans sur la comète parce que je suis folle amoureuse de cette personne. C'est vraiment parce que j'arrive à voir le potentiel de cette personne, j'arrive à voir ses qualités, j'arrive à voir tout ce qu'elle peut donner et je sais que ça pourrait matcher. Je sais que ça pourrait matcher avec ci, avec ça, avec ci. Par exemple, moi, un truc trop con, mais quand je rencontre quelqu'un, je me pose la question de comment est-ce que cette personne elle se comporterait avec un enfant, avec mon enfant, si je lui confiais. Est-ce qu'elle le calculerait pas? Est-ce qu'elle le jetterait par terre? Est-ce que... Plein de choses horribles. Et en fait, je pars du principe que dans cette situation, l'enfant, c'est moi. L'enfant, c'est une partie de moi. Et si je me dis, oh putain, bah cette personne, c'est pas possible, et parce que je suis sûre qu'elle s'occuperait mal d'un enfant, bon bah je me dis concrètement que avec moi, c'est pas possible. Parce que quand je suis dans une relation amoureuse, des fois, je me sens genre tellement vulnérable, parce que pour moi l'amour c'est quelque chose, enfin une relation en tout cas, c'est le moment où tu es complètement vulnérable, où tu laisses apparaître tes émotions et tes sentiments. Et moi pendant longtemps, le sentiment amoureux ou d'attirance c'était une faiblesse. Limite j'étais énervée contre des gens qui m'attiraient, parce que je me dis putain bah ces bâtards ils me rendent faible en fait, c'est horrible. Je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui va se dire mais les gars est complètement malade, et une autre qui va se dire oh putain mais oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que des fois je tombe dans des godes complexes, mais parce que je, je ressens l'amour vraiment comme quelque chose qui nous rend faibles. Des fois j'en suis à être là en mode déjà je t'accorde de l'attention, t'es à côté de moi, tu respires le même air que moi, c'est déjà trop en fait. Donc tu devrais juste être reconnaissant de ça. Mais parce qu'en fait j'ai conscience aussi que je donne de la puissance, je donne une puissance incomparable à la personne qui va être en face de moi et avec qui j'ai envie d'entamer une relation, parce que je vais la voir pour toutes ses qualités. Elle va me paraître être la meilleure du monde. Bien sûr, il y a certaines personnes, elles disent un truc, quelque chose qui correspond pas à mes valeurs et pour qui c'est pas possible, ça dégage direct, ça next, mais très très vite. C'est comme si je voyais l'autre comme un diamant brut qui a besoin d'être taillé. Cependant, il y a peu de temps, j'ai décidé de dire merde à tout ça, j'ai décidé de dire stop, et que c'était pas mon dos, comme on dit. C'était pas à moi de faire ça. Éduquer quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Et en fait, surtout dans une relation qui va être bâtie, tu peux pas, encore une fois, te prendre la charge émotionnelle de devoir faire des efforts pour l'autre parce que l'autre n'en fait pas. Les discours de oui, mais il n'arrive pas à communiquer, mais avec le temps, en fait, ça va arriver. D'accord, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Toi, tu vas surcompenser. Parce que toi, tu fais un effort, tu trouves qu'il y a un effort à faire pour le potentiel qu'une personne ne t'a pas encore donné, mais pourrait t'apporter si tu faisais l'effort d'être dans une hyper vigilance. Tu ferais hyper attention à toutes les émotions de la personne en face. En ne communiquant pas, mais je parle pas que de paroles, je parle de toute manière qui soit, même faire transparaître des émotions, même vivre des émotions, même se permettre de vivre quelque chose avec quelqu'un. Ou juste, en fait, accorder de l'attention à quelqu'un. Juste voilà. En ne faisant pas ça, en fait, premièrement, tu vas chercher des micro-signes dans tout et n'importe quoi. Je peux plus entendre des potes qui me disent non mais il est pas très démonstratif, mais en fait la dernière fois quand il m'a servi un verre d'eau, il m'a servi d'abord moi et après lui, et c'est un truc qu'il fait jamais, donc je pense que maintenant on a un peu évolué. Stop, il faut arrêter, j'en peux plus. Là, ça me donne envie de tout casser, alors que c'est une situation fictive qui se rapproche énormément de ce que certaines personnes me disent, mais situation qui peut être réelle. Certes, il est important de garder une bonne entente, une bonne relation, une bonne communication avec une personne que tu es censé apprécier fortement, mais en fait, je vois pas pourquoi ce serait à nous d'être les gardiennes de tout ça. Personnellement, j'en étais à mettre moi mes émotions de côté pour ne pas mettre la personne en face de moi dans l'embarras avec mes émotions. Mais en fait, c'est pas possible de faire ça. Parce que dans cette situation, en fait, et dans la situation de beaucoup de personnes qui sont venues me parler, vraiment, en plus, à tout hasard, donc je sais pas si c'est Mercure qui rétrograde ou Jupiter ou je ne sais quoi, mais c'est que dans certaines relations où les personnes ne s'investissent pas, elles voudraient que toi, tu donnes ton maximum ou que tu continues à être ce que tu es, et vu que je te connais, que tu es quelqu'un de génial, tu fais tout pour donner ton maximum et pour être la meilleure personne qui puisse être. Et bien sûr, vous êtes les meilleures personnes qui puissent être, ne l'oubliez pas, sauf les connards qui m'écoutent là. Vous, je vous maudis.
Bref, cette personne, elle voit le petit diamant que tu es et tous les efforts que tu fais et elle adore ça. Elle adore ça, elle le prend. Mais en échange, elle ne voudrait que fournir le minimum. Et le souci, c'est que quand toi, tu oses faire comprendre que tu ne veux plus ce minimum ou que tu n'accepteras plus ce minimum et que ça ne te plaît pas, d'un coup, là, il y a un malaise qui va se créer et cette personne va créer le malaise. Elle va essayer de te faire comprendre que là, tes émotions, c'est trop. À chaque fois, cette personne s'étonne, s'attriste, s'offusque des émotions qu'une personne peut avoir et en est même gênée et ne sait pas comment les gérer et voudrait que cette personne n'en ait pas. En fait, je vais t'expliquer, espèce de petit con. Tu peux pas provoquer une situation où tu fais souffrir la personne et quand elle t'exprime sa douleur, sa détresse ou son émotion, lui rétorquer que, en fait, ces émotions, elles n'ont pas à être là parce que, elles le mettent un peu mal à l'aise et qu'elle ne s'attendait pas à ça. En fait, au bout d'un moment, tu fais des actes de connard, ça a une répercussion émotionnelle sur la personne. Et c'est bizarre que tu ne t'attendes pas à ça ou que tu ne veux pas ça. Si vous êtes jusque-là dans ce podcast à 32 minutes et que vous m'écoutez encore et que vous vous sentez visé, venez pas m'attraper la veste. Parce que là, il y a 3 femmes différentes qui sont venues parler de la même chose. Des femmes qui ne se connaissent pas, mais qui me connaissent, qui sont venues m'exposer the exactly same points. Et je trouve ça fou. D'où le fait que j'enregistre ce podcast, parce qu'à la fin, en fait, moi, j'avais mon petit truc, j'avais mon petit podcast dans le coin, mais je me suis dit, bon, est-ce que c'est le moment, c'est l'automne, les gens vont un peu déprimer, mais en fait, là, comme je vous l'ai dit plus tôt, je pense que c'est d'utilité publique. Des fois, quand aussi j'ai un surplus d'émotions et que j'essaye de les communiquer, je me suis pris l'autocharge d'utiliser la communication non violente. La communication non violente, c'est pas le fait de pas insulter la mère de quelqu'un, même si c'est pareil, mais c'est de partir du principe que on n'accuse pas les autres du mal qu'on ressent, mais qu'on parle d'abord de ce que nous, on ressent. C'est censé encourager une communication bienveillante, authentique, et en fait, le truc c'est que, pour moi, c'est quelque chose d'hyper oppressant au bout d'un moment, parce que, en fait, ça exige une constante suranalyse. Pour moi, au bout d'un moment, ça bride totalement la spontanéité. En fait, déjà, c'est compliqué de devoir toujours structurer ses émotions pour être bienveillant envers la personne en face. On est toujours tiraillé par l'envie de dire les choses comme elles viennent, quoi, avec l'envie d'utiliser une méthode rationnelle. Donc on est dans une sorte de dilemme, quoi. En fait, voilà, comme je l'ai dit plus tôt, on est obligé d'être toujours dans la suranalyse de ses émotions et pour un seul but, en fait, au final, c'est ne pas donner à la personne en face une surcharge émotionnelle, la surcharge de ses émotions. Ou alors, en fait, des fois en concret, ne pas rendre l'équivalent émotionnel de la conséquence des actes qu'une personne a fait. Parce que pour moi, en fait, c'était juste que ça à la fin. Je ne crache pas non plus sur la communication non violente. Je pense que des fois, elle peut être très utile parce que il n'y a rien de pire que arriver et dire tu as fait ça, tu as fait ci, c'est à cause de toi, etc. Mais il faut pas oublier que des fois, en fait, quand on est dans la suranalyse pour ne pas brusquer quelqu'un, en fait, nous, on se renferme énormément. On ne dit pas tout, ce qui va pas, parce que on a juste peur au final que la personne en face s'en aille. Mais si la personne en face s'en va parce que tu as des émotions, elle ferait mieux de coucher avec un putain de robot, en fait. Pardon. C'est pas du tout la bonne conclusion. Désolée. Dans toute relation qu'elle soit amicale, interparentale, fratrie et tout, en fait, le principal, c'est d'être entendu. Des fois, on n'a pas tous les clés pour pouvoir communiquer correctement. Des fois, on n'a pas tous les capacités. Mais le mieux et le plus intéressant et le plus important, c'est de se sentir entendu. Enfin, écouter et entendu, puisque c'est pas pareil d'écouter et d'entendre. Des fois, quand les émotions elles sont trop intenses et qu'on essaie de les exprimer, la personne en face, elle entend, mais elle écoute pas. Elle entend au premier abord, mais elle comprend pas le fond qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, on n'est pas assez rationnel sur le moment de la colère, de la tristesse, de la panique, de l'anxiété, tout ça.
on n'arrive pas à être rationnel. La communication parfaite n'existe pas, ou alors si elle existe, elle nécessite une surcharge mentale à un tel point où en fait on s'oublie. On s'oublie et on n'est plus authentique, ça ne sert à rien. Si vous êtes avec quelqu'un ou en face de quelqu'un qui n'accepte pas vos émotions ou alors vous avez peur tout simplement de montrer le vrai vous, d'être pleinement vous-même et de ne pas laisser sortir la tempête émotionnelle qu'il y a au fond de vous, c'est le moment de partir. Parce que forcément la vie, elle sera faite d'épreuves. Et le but aussi d'être avec des gens, d'être avec un petit troupeau, avec une petite horde, avec une petite meute, c'est qu'elle puisse être là pour les moments les plus importants comme les moments les plus drôles. Voilà. Forcément, comme ça, c'est le jeu de la vie. Il y a des moments où vous allez traverser des périodes qui vont être compliquées. Que ce soit au travail, c'est quelque chose qui est très stressant, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans des moments totalement inattendus. En fait, vous allez avoir besoin de vivre des émotions et de les exprimer. Et si cette personne en face, elle vous abandonne juste parce que c'est trop pour elle, ça va pas être possible. Il y a des gens bien sûr qui ont droit au repos. Il y a des amis par exemple qui ont le droit de dire stop ou d'avouer leur faiblesse et de dire voilà, à ce moment-là j'ai pas su comment gérer, je ne savais pas comment faire, mais c'est pas grave. Par contre, si cette personne vous fait culpabiliser par rapport à ça, sachant que vous-même vous savez que généralement vous faites assez attention aux autres, ça risque d'être un petit peu compliqué. Par rapport à ça, et je pense que certains devraient être un peu pareils, je suis un peu résiliente. J'ai conscience que j'ai des amis qui ne peuvent pas assurer sur certains sujets. Ça fait pas partie d'eux, ça fait pas partie de leurs compétences, c'est un peu trop. C'est comme les amis qui sont pas du tout pipi caca vomi. Bon bah forcément, tu leur en veux pas si c'est pas eux qui te tiennent les cheveux pendant que t'es en train de beuge ta race après un anniversaire. Par contre, ça peut être les personnes qui t'apportent un verre d'eau. Ça peut être les personnes qui décident d'appeler les pompiers quand c'est beaucoup trop. Ou ça peut tout simplement être la personne qui s'assure que tu rentres bien chez toi, qui te borde dans ton lit et qui attend que tu ailles mieux. Voilà. Encore une fois, chaque personne a ses aptitudes, ses chemins de vie, ses traumas, ses émotions. Et en fait, tout le monde fait du mieux qu'il peut. Pour retourner aux relations amoureuses, aux situationships et tout autre terme de relation, parce que le spectre s'étend énormément au fil des temps et au fil des mois, on n'en peut plus. En fait, souvent, revenait la peur de ne plus plaire, la peur de ne plus être aimé par l'autre, et que tant que la personne en face ne disait pas clairement qu'elle n'était plus attirée par nous, eh bien c'était hyper compliqué de clôturer la relation. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps. Je préférais être quittée que de quitter, parce que j'avais toujours peur de me dire qu'en fait peut-être il y avait quelqu'un dans le monde ou dans l'univers qui m'aimait pleinement ou qui était prêt à m'aimer, comme si je n'étais pas assez aimable, et que parce que je faisais trop la fine bouche ou parce que il y avait quelque chose qui m'avait titillé, eh bien je perdais tout cet amour, ou alors je l'avais laissé partir. Alors que pas du tout. Au bout d'un moment, les plans cul qui durent pendant 10 ans, c'est pas possible en fait. On ne pourra pas guérir la personne en face de soi. C'est pas possible. Tu peux lui montrer de toutes les manières qu'il puisse être possible, comment est-ce que tout peut bien se passer tous les deux, comment est-ce que votre relation peut s'améliorer, vers quoi est-ce que ça peut tendre, tous les points communs que vous avez, toutes les valeurs que vous avez ensemble. Si cette personne ne veut pas s'engager et ne se sent pas prête à s'engager, vous ne pouvez rien faire pour elle. C'est dommage, c'est dommageable, mais sachez que rien n'est unique. La seule personne qui mérite votre attention et votre amour, c'est la personne qui se rend compte à quel point c'est précieux, ce que vous avez construit est quelque chose qu'il faut protéger, qu'il faut garder. Des fois, en plus, en face de nous, on peut tomber sur quelqu'un qui veut toujours mieux, veut toujours peut-être se dire que quelque part dans l'univers, quelqu'un l'attend, quelqu'un de plus parfait que vous, qui est à côté et qui fait tout pour satisfaire cette personne. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez peut-être insuffler des idées qui ne sont pas les siennes dans sa tête et au risque qu'un jour ou peut-être quelques années après, cette personne se réveille, vous regarde à côté
et se disent « Putain, mais en fait ça a jamais été ma décision et jamais mon choix et je n'ai jamais voulu ça ». Je sais pas pourquoi je me sens obligée de faire un disclaimer au cas où si peut-être quelqu'un se dirait tiens, si je cliquais sur ce podcast et que je l'écoutais en entier et que cette personne se sente totalement concernée en étant la personne d'en face, je tiens à dire qu'il y a toujours... Il n'y a jamais de méchants, il n'y a jamais de gentils. Non, si des fois il y a des méchants, il y a des gens vraiment qui sont des horribles personnes. Mais au fond, en fait, vous avez chacun vos problèmes, chacun vos traumatismes, chacun vos traumas. Le plus important et le plus intelligent, c'est de savoir dire stop vous-même quand vous sentez que vous n'êtes pas capable de combler émotionnellement quelqu'un, ou alors tout simplement que vous lui faites du mal. Votre recherche accrue, votre soif de vouloir plaire ou de vouloir conquérir tout et tout le monde n'est pas censée être la répercussion ou censée être la balle perdue dans le corps de quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup de choses. C'est là où on vous pardonnera et c'est là où on trouvera que vous avez une intelligence émotionnelle incroyable, même si pour moi ça tombe du bon sens. C'est de savoir mettre son ego et son envie de validation sur le côté pour ne pas blesser quelqu'un. Si vous partez du principe que vous avez tout dit à la personne, que les deux sont d'accord pour le terme de la relation que vous avez validée, et que par la suite vous donnez du meilleur de vous-même pour vous satisfaire vous et pour satisfaire la personne d'en face et que tout ça est réciproque, eh ben c'est génial. Mais normalement, je pense que dans votre tête, vous savez que c'est pas assez quand vous faites quelque chose. Et j'ai l'impression que pour la plupart, j'aimerais bien avoir le retour des personnes en face. Franchement, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans votre putain de tête. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes en tension constante. Comme, moi par exemple, quand j'étais petite, je cassais tout le temps mes règles jusqu'à ce qu'on m'offre une règle m'appelle. Parce que j'adorais trouver le point de tension jusqu'à ce que la règle craque. Genre se plie et explose. Et des fois, c'est comme ça avec les personnes. J'ai l'impression que certains hommes, dans certaines relations... Encore une fois, venez pas pleurer dans les commentaires quand je dis certains hommes. C'est parce qu'en même temps, j'ai des potes femmes et la plupart des potes femmes qui viennent chialer dans mes oreilles et avec grand plaisir, je les écoute. C'est parce que des hommes leur ont fait du mal. Bref, j'ai l'impression que certaines personnes, entre guillemets certains hommes, adorent essayer de tester ce point de tension. Adorent voir jusqu'à où ils peuvent aller dans la nonchalance, jusqu'à où ils peuvent aller dans le fait de ne pas s'investir, jusqu'à ce que, en fait, la personne en face dise stop. Et des fois, le problème, c'est qu'il y a un niveau de résilience tel, parce qu'on a vu le potentiel d'une personne, parce qu'on a entrevu ce que le couple pourrait donner, on a entrevu ce que le bonheur avec cette personne pourrait faire. En fait, on se dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de souffrir, ça vaut la peine de n'avoir aucune marque d'attention, ça vaut la peine de n'avoir même pas une considération de la part de l'autre, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, peut-être il y a 4 jours, entre 12h42 et 12h49, il m'a regardé d'un air tellement tendre et m'a servi un verre d'eau que j'ai cru que j'allais tomber. J'ai vu dans ses yeux le père potentiel de mes enfants qu'il pourrait être et peut-être le mari formidable qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ma folle démence et mon incontinence à l'EHPAD. S'il vous plaît, mesdames, ne soyez plus ces merdes. C'est plus possible. En fait, je dis des merdes, mais vous avez le droit d'être faible, vous avez le droit, c'est pas grave, je suis faible aussi. Mais au bout d'un moment, stop. Et au final, je ne suis plus faible parce que la plupart des gens savent, mais moi, ça, c'est un truc qui a fait que c'est stop. La résilience, malheureusement, c'est le maître mot. S'il y a quelque chose que j'ai appris pendant la plupart de mes stages en entreprise, c'est la résilience. Au bout d'un moment, ce n'est plus ton domaine de compétence. Tu ne peux plus rien y faire. Le budget n'est pas là, le budget n'est pas là. Les équipes ne sont pas motivées, elles ne sont pas motivées. La direction a du mal à comprendre ce que tu veux dire. Eh bien, tant pis. Je pense que à part pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, personne ne mérite qu'on ait à lui montrer par A plus B et se battre constamment que au final la relation pourrait en valoir la peine. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Faire une présentation, aller chez quelqu'un à 1h du mat en jetant des escargots à sa fenêtre jusqu'à ce qu'elle se réveille pour que vous puissiez communiquer. MDR. Ça, cet exemple, c'est pas sorti de ma tête. Quelqu'un m'a déjà fait ça. Quelqu'un s'est donné toute cette peine au milieu de la nuit à venir chez moi jeter des
escargots à ma fenêtre et non des cailloux pour qu'on puisse discuter, pour qu'il puisse m'expliquer comment est-ce qu'il allait changer, comment est-ce qu'il était désolé et que j'étais la femme de sa vie pour 2 jours après refaire exactement les mêmes conneries pour lesquelles j'avais pris la décision de le quitter. Franchement, à cette époque, on aurait pu m'appeler Suzanne la conne, parce que vraiment, c'était Suzanne la conne. Et en fait, j'ai tellement appris de cette relation catastrophique que maintenant, on ne m'y trouvera plus. Parce que cette personne, très romantique qu'elle était, malgré tous les défauts qu'elle avait, qui sont la mythomanie et beaucoup de troubles psychologiques, bref, elle avait une manière de romantiser les choses qui faisait que ça, des fois, en valait un petit peu la peine d'être vécu. Cette personne m'a écrit des poèmes, cette personne, et voilà, comme je vous dis, est venue caillasser des escargots à ma fenêtre en mode Roméo et Juliette pour me déclarer ça. Cette personne m'a emmenée à Londres pour Noël, parce que c'était un de mes rêves et que je n'en ai pas forcément les moyens. Mais cette personne m'a aussi trompée en suçant quelqu'un sur son plateau pour pouvoir augmenter en grade. Bref, tout ça c'est trop personnel et toutes les personnes qui connaissent cet individu ne sont sûrement pas à la 49e minute que je suis en train de tourner. Tout ça pour vous dire que j'en suis arrivée à un point où maintenant j'ai réussi à dire stop, en fait, parce que je sais que on peut sûrement miroiter des choses, mais la chose la plus importante, c'est les actions. Et si dans les actions, la personne ne se retrouve pas, s'il y a beaucoup de paroles, mais que quelques jours après, tout ça n'existe pas, des fois ce qu'on appelle du love bombing, eh bien si toutes ces choses arrivent à répétition, au bout d'un moment, comme dirait ma meilleure amie Lilani, cette personne ne sait pas où elle a mal, et tu ne pourras pas savoir pour elle non plus. Et pour refermer la boucle et pour dire que la boucle était bouclée, ces situations, je les ai vécues ici, là où j'ai un peu grandi, et je les ai aussi vécues à Lyon, là où j'ai déménagé. Comme quoi, tout est universel. On aura beau changer d'environnement, il y a des patterns qui existent, il y a des archétypes, la preuve, c'est pour ça que les mythes et les mythologies existent. Tout ça, ce sont que des archétypes, ce sont des histoires de gros traits qui existent depuis des millénaires et qui se répètent peut-être pas avec les mêmes situations, mais avec des fois les mêmes enjeux sociaux, amoureux, sentimentaux. J'entends déjà les plus intellectuels d'entre vous, boubou, la kantienne, elle nous fait chier. Eh bien oui, j'adore Kant, c'est un de mes philosophes préférés, et des fois, pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, je retourne dans l'histoire, je retourne dans mon passé, parce que tout n'est que pattern, et c'est ce que Kant nous dit. Certes, il nous le dit de manière plus historique, mais vous pouvez apprendre tout ça dans l'histoire universelle d'un point de vue cosmopolite. Un tout petit essai que je vous recommande de lire. Je pense qu'il fait pas plus d'une 30aine de pages. Eh ben, vous savez quoi ? J'ai suivi à peu près la trame que je devais suivre, même si j'ai un peu dérivé vers la fin, mais en même temps, ça tombe pile dans l'actu de beaucoup de conversations que j'ai eues avec pas mal de personnes, donc je me devais d'en parler, je me devais de dériver, et le point de tout ça à la fin, c'est la surcharge émotionnelle et comment est-ce que toi tu as envie de te sentir. La guérison de tout ça en fait passe par l'authenticité, libérer ses émotions et mettre de la distance avec les personnes et les environnements qui vous sont nuisibles. C'est soit votre corps qui va réagir, soit votre esprit si c'est pas possible. Vous allez partir en burn-out ou alors vous allez commencer à avoir une colique de ouf. Vous savez quoi ? Eh ben ça va m'amener à une petite anecdote qui va peut-être tous nous servir de leçon, entre guillemets. C'est pas une anecdote forcément très joyeuse, mais en fait je pars du principe que plus je parle de mon expérience, plus forcément ça peut aider des personnes qui ont vécu la même chose ou non. Ou en tout cas, s'en méfier. Parce que je sais aussi que la plupart disent « Ah mais les gars, mais tu parles de tout et tout, il n'y a pas de problème. » En fait, il n'y a pas de problème à partir du moment où je me suis rendu compte que les thèmes que j'abordais, et à chaque fois que je parlais un peu de moi, ça aidait pas mal de personnes à se sentir moins seules et à peu près mieux s'accepter et mieux se comprendre. Donc c'est pour ça que je le fais aussi un petit. Je le fais par altruisme, je le fais parce que ça me fait plaisir de me rendre compte que mes anecdotes sont utiles
et surtout par solidarité féminine. Je le dirai jamais assez, mais je prendrai toujours la défense des femmes, même si il y a des femmes qui se mettent en concurrence avec d'autres femmes, mais ça c'est parce qu'elles ont de la misogynie intégrée et qu'elles ne se rendent pas compte qu'on fait tout ça pour les hommes. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder le TED Talk de Charlie Danger, qui est une superbe historienne qui fait des vidéos et qui a fait un TEDx sur pourquoi est-ce que je ne serai jamais la plus belle. Et elle explique clairement d'où vient la concurrence entre femmes et pourquoi est-ce qu'on se sentira jamais aussi belle qu'une autre femme et pourquoi certaines adorent taper sur les autres. Taper sur le sens, bien sûr figuré et pas littéral. Du coup, la petite anecdote. Alors, quand j'étais bien jeune, quand je vous dis bien jeune, c'est que j'étais en première à peu près. Ouais, en première, je suis tombée in love d'un garçon qui était l'un des amis d'enfance d'un de mes meilleurs potes maintenant. Il y avait quelque chose qui se dégageait en lui, je le trouvais magnifique et je trouvais aussi qu'il avait quelque chose, il avait un potentiel. Ça, je le comprenais pas à l'époque, mais en fait, je voyais le potentiel qu'on pouvait avoir. On avait des valeurs communes. Non, on n'avait aucune. Non, c'est ça le problème. On n'avait aucune valeur commune, mais on avait des passions communes. On avait un peu un but commun. À la rigueur, la valeur commune qu'on pouvait avoir, c'était le fait de vouloir évoluer de classe sociale et devoir donner du meilleur de nous-mêmes pour pouvoir aider nos parents et les rendre fiers. Mais entre autres, on avait le fait de vouloir paraître plus bourge qu'on ne l'était auprès des autres. On avait le point commun d'adorer recevoir des gens, cuisiner et en fait être de bons vivants. Très vite, on a commencé à s'embrasser et ça a commencé à être, parce qu'on était assez jeunes, à être un rituel de soirée. Est-ce qu'on se voyait, on s'embrassait, etc. Et moi, j'étais partie dans une sorte de conquête. Je me suis dit que peut-être qu'il allait prendre son temps, peut-être que je devais commencer comme ça, en fait. Quelques petites discussions un peu sincères, quelques petites discussions un petit peu profondes, avec l'alcool qui joue, et puis après, quelques petits bisous et aller de plus en plus loin. Et après, peut-être sortir avec cette personne. Qui sait? Eh bien, vous savez quoi? Cette situation a duré jusqu'à il y a quelques mois. C'est-à-dire de mes 16 ans jusqu'à bientôt mes 24 ans. On s'est un peu éloigné avec certains de notre groupe d'amis. Donc du coup, cette personne, je la voyais de moins en moins. Plus dans des contextes de fête, mais on s'envoyait des messages. Et surtout, cette personne m'envoyait des messages quand elle se sentait un peu seule. Je me suis dit que j'allais laisser le temps au temps et que peut-être qu'un jour il allait se rendre compte que j'étais la femme de sa vie. Très vite, cette idée, très vite, non pas très vite en fait, jusqu'à ce que je devienne à peu près mature émotionnellement, donc vers ma vingtaine, tout ça c'était un peu éloigné de moi. En fait, je me disais que c'était peut-être pas le temps pour lui, c'était peut-être pas le temps pour moi. Et même quand j'étais dans des relations de couple, il était toujours là en fond. Et ça, c'est vrai que c'est un peu triste et je le regrette, mais c'est vrai que ça me faisait plaisir de recevoir quelques-uns de ces messages quand, dans la relation dans laquelle j'étais, on m'a accordé plus du tout d'attention. On ne me voyait plus, on ne me parlait plus. Vous voyez une sorte de routine des fois qu'il y a où la personne ne fait plus du tout attention à vous et que vous avez beau lui en parler, au bout d'un moment, cette personne, elle sature. Et c'est là où j'aurais dû peut-être me séparer de cette personne. Tout ça pour dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il m'envoyait un message pour qu'on se voit ou qu'on se capte, j'avais mal au ventre. Mais quand je vous dis mal au ventre, comme si j'avais pris du lactose, parce que je suis intolérante au lactose. Vraiment, je me sentais barbouillée, mal au ventre, et j'allais aux toilettes. Et des fois, j'étais en mode, oh putain, la honte, je vais être en retard parce que je suis bloquée dans ces chiottes, ou alors il va bientôt arriver et je suis bloquée dans ces chiottes. J'allais voir cette personne avec ce que je pensais être des papillons dans le ventre, mais ce qui était des qui étaient des pics de stress en fait, d'anxiété et de peur. Parce qu'en fait, dans tout ça, à chaque fois que je voyais cette personne, elle me faisait comprendre que je n'étais pas assez. À chaque fois que je faisais une petite erreur, elle n'hésitait pas à me corriger dessus, mais limite avec un esprit de « t'es beaucoup trop conne ». À chaque fois que je parlais d'une passion, de quelque chose que je faisais, elle prenait une sorte de malin plaisir à un peu la dénigrer. Même mon style vestimentaire. Alors, ceux qui me connaissent et ont déjà vu savent que j'ai un style vestimentaire que je soigne particulièrement parce que j'adore m'habiller.
J'adore le style, j'adore faire transparaître plusieurs... Je sais pas me justifier en fait, j'adore bien m'habiller, voilà en fait. Bref, toutes ces petites choses qui me faisaient du mal, et surtout avec le recul, je me suis rendu compte que le consentement n'était pas tout le temps au rendez-vous. Que certes, j'étais heureuse quand il m'accordait de l'attention et quand on s'embrassait tous les deux. Par contre, je n'ai jamais accepté le fait qu'il profite de mon ivresse pour me rejoindre à des moments où je voulais être seule. Je n'ai jamais accepté le fait que j'accepte de dormir avec lui pour en fait faire ce qu'il avait à faire pendant que moi j'étais à moitié endormie. Toutes ces choses qui, avant, quand j'étais plus jeune, je pensais normales et que je considérais comme du désir. Même si j'avais cette boule au ventre le matin, que j'avais une anxiété, je ne comprenais pas. Je pensais même que c'était le fait de me dire que je m'éloignais de lui et que potentiellement il allait m'oublier, qui me rendait aussi stressée, qui me faisait aussi mal au ventre. Et c'est en repensant à tout ça que je me suis rendu compte que pas du tout. Et que mon corps essayait de m'alerter depuis bien longtemps que cette relation n'allait pas, qu'elle était complètement toxique. Et je me suis dit que j'allais discuter avec cette personne et j'allais lui dire. C'est en déconstruisant un peu toutes les choses qu'on fait, qu'on a autour de nous, c'est en entendant surtout des discours et le militantisme qui est fait, féministe bien sûr, sur les réseaux, qui ont permis peut-être à beaucoup de personnes d'ouvrir les yeux, de se rendre compte de situations qu'elles ont vécues, mais surtout, en fait, mieux comprendre les émotions et les traumas qu'avait leur corps ou les tristesses. Des fois, en fait, on repense à une situation, on se met à chialer, à chaudes larmes. En tout cas, moi, c'est ce qui m'était arrivé et c'est ce qui m'arrive des fois encore maintenant. Et je comprends pas pourquoi. Je me dis, mais pourquoi est-ce que tu chiales? Enfin, en soi, ce mec, il t'a désiré. En soi, en t'embrassant toi plutôt qu'une autre à la soirée, il t'a un peu choisi. Mais pas du tout. Est-ce que ça vaut la peine, du coup, d'avoir mis de côté, moi, mes ressentis, mon intimité, ce que je voulais, au fond? Enfin, vous me connaissez, après ce témoignage, j'ai pas du tout envie que les gens s'apitoient sur mon sort. J'ai pas du tout envie que les gens se disent « Oh mon Dieu, c'est complètement grave ». C'est grave, certes, ce que cette personne a fait est grave. Par contre, sachez que mon cas n'est pas une exception. Ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose de choquant, dans le sens où c'est pas quelque chose d'exceptionnel. En fait, c'est le cas de beaucoup de femmes. Et je dirais même presque de toutes les femmes. Juste, la plupart, en fait, n'en ont pas pris conscience. Ou alors, en fait, ont tellement pas minimisé ça et généralisé ça que, en fait, pour elles, ça fait partie du deal, quoi. C'est normal. Après beaucoup de discussions avec mes meilleurs amis que je chéris de tout mon cœur et que j'aimerais assez parce que ils m'ont jamais jugé, ils ont jamais été énervés auprès de moi, parce que ça peut être chiant, en fait, quelqu'un qui dit oui, il a fait ça, mais en fait, peut-être qu'il voulait pas, ou peut-être que si, ou peut-être que ça, trouver des excuses, ça peut être très énervant. Et j'en ai conscience, et merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir aidé à comprendre et à comprendre de moi-même. Comprendre de moi-même que tout ce qui s'était passé n'était tout simplement pas normal et que cette personne n'était pas bonne pour moi. En fait, j'ai voulu discuter avec cette personne. Et encore une fois, même dans mon message, au final, je me suis rendu compte que je voulais faire attention à ses émotions. Je lui avais dit que si il se sentait prêt à en parler, bien sûr, et que je voulais pas faire ça dans l'agressivité, etc. J'aimerais qu'on parle de cette relation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait du mal, et j'aimerais avoir des points éclairés sur cette situation. Savoir pourquoi est-ce qu'il a fait telle ou telle chose, est-ce qu'il s'est rendu compte de ça, et savoir si cette personne pas savait qu'elle m'avait fait du mal, mais m'expliquer pourquoi. Et si elle s'était pas rendue compte, en fait, est-ce qu'elle éprouvait maintenant peut-être un peu de regret, de tristesse, ou peut-être qu'elle n'aurait pas fait les choses comme ça. J'ai même laissé l'option de, si ça te met complètement mal à l'aise, que tu ne veux pas en parler, je comprendrai. Par contre, sache que je vais te bloquer de tout et que plus jamais je ne voudrais avoir de contact avec toi. Parce que pour moi, en fait, avoir cette personne dans mon entourage, c'était un trigger énorme. Eh bien, cette personne a fait quelque chose que je considère étant presque comme des aveux. Elle ne s'est pas vraiment excusée, elle n'a pas voulu entamer de discussion ou de savoir pourquoi. Tout ce qu'elle a fait, c'est dire que
elle était désolée si j'avais mal, mais que c'était pas vraiment de sa faute, parce que au final, j'avais peut-être eu des attentes trop grandes de cette relation. Et point. En discutant avec d'autres personnes, et parce que je me suis dit que peut-être que c'était moi qui étais peut-être un peu trop impliquée, mais j'avouerai que le jour où je reçois ce genre de message, je voudrais discuter absolument avec la personne, si elle est d'accord, comprendre les tenants et les aboutissants, et m'excuser à tout prix, parce que ça me ferait un mal fou de savoir que j'ai fait du mal à quelqu'un à un point où elle craque et qu'elle ait besoin d'avoir cette discussion absolument. Et ça m'est déjà arrivé de proposer à quelqu'un d'avoir une discussion par rapport à une situation qui la mettait vraiment mal, où je faisais partie des points qui la faisaient souffrir, entre guillemets. Et j'ai totalement proposé en fait de boire un café avec cette personne, d'éclairer tous ces points, qu'elle ait toutes les réponses possibles pour pouvoir avancer, pour pouvoir enlever les idées qu'elle avait de sa tête et pour pouvoir passer à autre chose, quoi, tout simplement. Sauf que ce n'est pas ce que cette personne a fait. Donc, ça dégage très vite. Et il y a très longtemps, j'ai vu une citation aussi qui disait « Les personnes n'ont pas besoin de savoir qu'elles t'ont fait du mal. Elles t'ont fait du mal, point. Mais qu'est-ce que ça t'apporte qu'elles conscientisent le fait qu'elles t'aient fait du mal ?» Au final, le mal a été fait et si la conscience devait être à un moment, ça devait être au moment même où elles ont décidé de faire quelque chose qui allait entraver, entre guillemets, à ta personne. Le plus important, au bout d'un moment, pour pas ressasser, c'est « Ok, d'accord, cette personne me fait du mal. Je n'ai rien fait pour, parce que je ne le mérite pas. Maintenant, qu'elle aille se faire foutre. » Maintenant, on fait tout pour guérir, on fait tout pour s'en sortir. Sans cette personne, et il n'y a pas de problème. Cette situation que je viens de vous décrire, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être nombreux, peut-être, à l'avoir vécue. Et il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Et si vous n'avez peut-être pas encore trouvé la force ou le courage d'arrêter cette relation, je vous le dis, arrêtez maintenant. Ça vous fera du mal avant que ça vous fasse du bien. Voilà. C'est la seule citation que je peux vous donner. Et j'ai vu une ancienne collègue d'un club il y a très longtemps qui avait carrément screené cette citation quand je l'avais postée. Et oui, je vous le répète et vous avez besoin de l'entendre. Ça vous fera du mal avant de vous faire du bien. Quittez un cercle social toxique, quittez un environnement toxique ou une personne toxique. Au début, ça va vous faire du mal parce que vous avez l'impression de perdre tous vos repères. Vous avez l'impression qu'au final, peut-être que vous avez mérité ça ou même peut-être que vous ne méritez que ça. On ne mérite jamais de vivre dans l'angoisse, la maltraitance et la souffrance. On ne mérite pas de pleurer autant, on ne mérite pas d'angoisser. Les seuls pleurs qu'on peut avoir, c'est des pleurs de joie, ça peut être des pleurs de tristesse, mais pleurer ensemble et pas pleurer contre quelque chose ou après quelque chose. Vous savez quoi ? On peut même pleurer parce qu'on aime trop. J'ai déjà pleuré devant ma meilleure amie parce que je l'aimais trop. Parce que je l'aimais trop et que j'avais l'impression que c'était pas réciproque, mais en même temps, je l'aime tellement trop que je pourrais même pas lui demander, ce serait égoïste de ma part, parce que je sais que c'est abusé ce que je fais. Ça, c'est des choses qui sont légitimes. Par contre, vraiment pleurer parce qu'on nous a infligé une douleur ou un manque de respect énorme, ça, c'est pas acceptable. Mais de n'importe quelle personne qui soit. Je vais dire quelque chose qui va sûrement être controversé, mais ça, j'ai limite envie d'en faire un podcast spécial, mais même pour la famille. Je ne supporte pas les gens qui disent « Oui, mais c'est ta mère. Oui, mais c'est ton père. » Les premières personnes qui nous causent des traumatismes, les premiers cercles, c'est l'enfance, la famille et après l'école. Sachez-le. Bien sûr, des fois, on se blesse les uns les autres parce qu'on ne se rend vraiment pas compte. Mais quand c'est quelque chose de récurrent, quand c'est quelque chose qui vous a traumatisé, quand c'est quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, quand c'est quelque chose qui vous fait avoir des réactions complètement disproportionnées par rapport à ce que c'est, ça dégage directement. Dans la vie, on fixe des limites et il y a un cadre. Il y a des personnes qui décident de franchir ce cadre volontairement en niquant vos limites.
À vous de dire stop quand vous avez l'impression que tout ça est intentionnel. Des fois, en fait, aussi, il y a des personnes qui testent. Il y a des personnes qui testent ou il y a des personnes qui ne savent pas où sont les limites. Un exemple, un peu concret mais qui n'a un peu rien à voir. Moi, dans mon éducation, j'ai eu un cadre, mais je n'ai pas vraiment eu de limites. Les limites, je me les suis fixées toute seule par rapport au large cadre que j'avais. La hiérarchie n'existait pas vraiment, elle n'existe toujours pas dans ma famille. C'est-à-dire que chacun a le droit à la parole et à son importance dans la famille et dans la prise de décision de tout. Du coup, on nous a jamais imposé de faire des choses idiotes ou d'obéir à des choses idiotes si on ne les acceptait pas. Heureusement, je pense qu'on est des enfants très intelligents et qu'on a une grande morale. On n'a jamais fait des trucs de ouf. On n'a jamais dit « je n'accepte pas que tu me fixes des règles pour l'heure du coucher, donc du coup je n'irai pas dormir ». Non, pas du tout. On a compris de nous-mêmes qu'on avait besoin de sommeil, qu'on avait besoin de dormir et qu'au moment où tout le monde dort, et ben nous aussi, on allait dormir. Heureusement que Dieu nous en garde, mais nous n'avons jamais eu de grands-pères racistes, et de toute façon ça aurait été, je pense, un comble, mais jamais de notre vie, nos parents nous ont dit « ferme ta gueule, ce sont tes grands-parents, s'ils disent quelque chose de raciste, tu dis oui et tu te la fermes ». De toute façon, connaissant mes parents, ça ne se serait jamais passé, puis après nous connaissant nous, ça ne serait aussi jamais passé. Je vous dis ça parce que j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui souffrent à cause de leur environnement parental. Et le problème, c'est qu'on entend tout le temps des discours assez paternalistes, je trouve, et assez archaïques de « c'est ta famille, elle t'aime, quand tu n'auras plus d'amis, il ne restera que… » Il faut arrêter avec ces conneries. La famille peut vous faire du mal, un environnement familial peut être toxique, et s'éloigner de cet environnement peut vous faire le plus grand bien. Je ne force pas les personnes à couper les ponts, même si le fait de couper les ponts peut être totalement légitime. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, dans la grande remarque de l'univers, j'ai l'impression que les femmes se forcent quand même à garder le lien avec leur famille, même si elles s'en sont pris plein la gueule, là où il y a des fils. Il y a des hommes qui ne contactent pas leurs parents pendant des années, qui ne se pointent même pas au Noël ou aux anniversaires, et pourtant ce n'est pas bien grave. Encore une fois, on va arrêter de foutre le putain d'émotions des autres avant les nôtres. Merci. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'est déjà la fin. J'ai hâte d'avoir de vos retours. Comme d'habitude, je vais poster ça sur Spotify. Je vais mettre quelques extraits sur mon compte Insta. Je vous le demande jamais, mais s'il vous plaît, envoyez de la sephore, abonnez-vous, likez, commentez certains posts. Ça me ferait un plaisir d'avoir des retours. Bien sûr, tout restera anonyme, j'en parlerai à personne. Si ce podcast a fait écho au fond de vous. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais j'aimerais énormément pouvoir en parler avec des invités autour de moi. J'essaie d'organiser tout ça, mais c'est toujours assez compliqué avec les emplois du temps des uns et des autres, et surtout, il y en a qui sont stressés par l'exercice, mais c'est ce que je vais essayer de faire. En tout cas, je vais vous dire au revoir, parce qu'il y a aussi ma vessie qui est en train de craquer. Voilà, je vous fais des gros bisous, et j'espère que ce podcast vous aura plu et éclairé, et vous n'êtes pas seul. Des gros bisous!